Peut-on vraiment y croire? Autrefois, les Américains allaient chez Walmart pour acheter une tente avant de partir camper en famille. Aujourd'hui, beaucoup de ces mêmes tentes refont le chemin inverse. Elles s'installent sur les parkings de Walmart, non pas pour un week-end d'aventure, mais pour y vivre. De New York à la Californie, ces immenses parkings, jadis synonymes de confort et de praticité, se transforment en véritables villages de fortune. Là, des familles cherchent un peu de chaleur près d'un vieux pot d'échappement, essayant de reconstruire leurs rêves dans quelques mètres carrés de toile. Depuis un an, des chaînes géantes comme Walgreens, Macy's ou encore Dollar General ferment leurs portes les unes après les autres. Officiellement, on parle de restructuration stratégique. En réalité, c'est surtout une fuite face à une économie à bout de souffle. Les loyers ont bondi de 20%, les vols à l'étalage ont coûté plus de 112 milliards de dollars, et les consommateurs, eux, n'ont plus que de quoi survivre au jour le jour. Dans cette vidéo, nous allons passer en revue 6 grandes enseignes américaines menacées de disparition, des marques dont les fermetures transforment petit à petit les parkings en refuges improvisés. Ce n'est plus simplement leur problème. C'est devenu le nôtre. Car à mesure que l'Amérique vend son âme, magasin après magasin, tente après tente, c'est tout un pays qui s'effrite. Allons voir ça de plus près. Numéro 6 Walmart. Il existe un vieux dicton aux États-Unis. Pour connaître l'état de l'économie, il suffit de regarder les parkings de Walmart. Et aujourd'hui, ces parkings sont vides. Symbole du commerce accessible, du travailleur moyen et des courses du week-end, Walmart se retire désormais de 6 États. Chaque année, l'entreprise perd plus de 3 milliards de dollars à cause du vol, dépense un demi-milliard supplémentaire en sécurité, et malgré tout, certains magasins ne tiennent plus. Dans certaines villes, une seule succursale perd jusqu'à 10 000 dollars par semaine simplement à cause des produits disparus. Ce n'est plus une question de petites pertes. C'est une fissure dans la colonne vertébrale de l'économie américaine. Tout augmente, les loyers, les salaires, l'électricité, les assurances, tout sauf le pouvoir d'achat. Les clients historiques de Walmart, ceux qui croyaient au slogan « prix bas tous les jours », voient désormais ces prix s'envoler. Quand une boîte de coûte 40% de plus et que le loyer engloutit la moitié du salaire mensuel, bon marché ne veut plus rien dire. Les gens vont encore chez Walmart, mais ils n'achètent plus avec un chariot, ils comptent leurs pièces. Là où un panier bien rempli en 2019 demandait un budget normal, il faut aujourd'hui retirer la moitié des produits pour pouvoir payer. Et que fait Walmart? Il ferme les portes, met les cadenas, et laisse derrière lui un parking désert, aussi silencieux qu'un aéroport abandonné. Quand Walmart quitte une ville, c'est tout le cœur local qui s'arrête. Des centaines d'emplois disparaissent, les restaurants et cafés des alentours ferment, et la municipalité perd d'importantes recettes fiscales. Nuit après nuit, les enseignes s'éteignent, et ces parkings autrefois animés s'illuminent désormais à la lumière vacillante de lampes de poche sous des tentes. Une ironie cruelle, Walmart était autrefois l'endroit où les plus modestes économisaient de l'argent. Désormais, ils en sont réduits à ne plus pouvoir rien acheter du tout. Certains appellent cela une transformation du commerce de détail. Mais peut-être s'agit-il plutôt d'un transfert, le passage du supermarché à la survie. Quand un Américain doit choisir entre faire le plein ou dîner, personne ne pense plus au solde du week-end. Walmart ne ferme pas seulement des magasins. Il ferme la dernière porte de l'Amérique ouvrière, celle qui croyait encore qu'en travaillant dur, on pouvait s'en sortir. Et tandis que le logo jaune s'efface dans la nuit, une question reste en suspens. Si même Walmart ne peut plus tenir dans l'Amérique d'aujourd'hui, que restera-t-il demain des petits commerces? Numéro 5 Walgreens. Souvenez-vous de la dernière fois où vous êtes entré dans un Walgreens. Peut-être pour acheter un sirop contre la toux ou du gel désinfectant pendant la pandémie. Aujourd'hui, beaucoup d'Américains doivent parcourir plusieurs kilomètres simplement pour acheter du Tylenol. Cette chaîne de pharmacie, autrefois présente à chaque coin de rue, ferme plus de 2500 magasins, près d'un quart de son réseau national. Non, les Américains ne sont pas en meilleure santé. C'est simplement que vendre des médicaments n'est plus rentable. Walgreens a perdu plus de 6 milliards de dollars, accumule 34 milliards de dettes, et perd chaque année des centaines de millions à cause des vols. Les coûts d'assurance ont bondi de 40%, tandis que les remboursements de la sécurité sociale, eux, diminuent. Dans certaines villes comme Chicago, San Francisco ou Seattle, même les brosses à dents sont désormais sous clé. Un seul cambriolage suffit à effacer les bénéfices d'une journée entière. Quand une pharmacie doit verrouiller les rayons de dentifrice, c'est le signe que quelque chose va très mal dans le pays. Mais l'enjeu dépasse largement les chiffres. Walgreens, c'était bien plus qu'un commerce. C'était un centre de santé de proximité. C'est là que les médecins prescrivaient, que les personnes âgées vérifiaient leur tension, et que les familles modestes cherchaient les meilleures promotions. Aujourd'hui, des milliers de quartiers résidentiels sont devenus de véritables déserts pharmaceutiques, des zones sans aucun point de vente à des dizaines de kilomètres à la ronde. Dans certaines régions,
il faut prendre 2 bus pour acheter un simple médicament contre l'hypertension. Un paradoxe frappant. Dans ce pays, on peut acheter des produits dangereux à chaque coin de rue, mais obtenir un traitement médical relève presque du parcours du combattant. Pourquoi? En partie à cause de la montée d'Amazon Pharmacy, un service qui livre vos médicaments à domicile en 24 heures. Sur le papier, c'est pratique et moderne. Mais quand tout devient virtuel, que reste-t-il de réel? Les patients, eux, existent toujours avec leurs douleurs, leurs besoins, mais plus personne pour les accueillir. Et ceux qui n'ont pas Internet, pas de carte de crédit, ou pas les moyens de payer la livraison. Ils se retrouvent tout simplement exclus du système. Quant au parking devant les anciens Walgreens, ils servent désormais de refuge. On y voit des camping-cars, des tentes, des familles cherchant un abri contre la pluie. Ironie tragique, les magasins qui vendaient autrefois des antidouleurs sont aujourd'hui entourés de ceux qui souffrent pour de vrai. Walgreens n'est pas seulement en train de réduire sa taille, c'est l'image même de l'Amérique qui rapetisse avec lui. Petit à petit, c'est tout un système qui s'effondre, rétrécissant la distance entre la maladie et le désespoir. Rue après rue, parking après parking. Et tandis que les pharmacies américaines ferment les unes après les autres, une question plane. Qui va prescrire le remède à la maladie dont souffre aujourd'hui l'économie américaine? Mais il y a pire encore que l'inflation. C'est quand même les magasins à $1 n'arrivent plus à survivre, avec $1. Numéro 4 $. Général. Dollar Général, autrefois une bouée de sauvetage pour les coins les plus pauvres du pays, là où même Walmart n'osait pas s'implanter, commence à sombrer. Ces magasins étaient l'endroit où l'on trouvait de quoi tenir. Quelques piles, une boîte de conserve, un peu de lumière dans les zones oubliées. Désormais, cette lumière vacille. En 2025, Dollar Général a pour la première fois cessé d'ouvrir de nouveaux magasins et a commencé à en fermer des centaines. Le chiffre d'affaires reste élevé, plus de 38 milliards de dollars, mais les bénéfices se sont littéralement évaporés. Depuis 2022, les coûts de main-d'œuvre ont grimpé de 22%, le transport de 18% et les vols de 30%. Résultat, sur chaque dollar encaissé, il ne reste plus que quelques centimes de marge. Même en augmentant les prix à 1,25 $, l'entreprise n'arrive plus à couvrir ses factures d'électricité. La scène est la même dans le Kentucky ou en Alabama. Un Dollar Général perdu au milieu d'un champ, éclairé par des néons jaunâtres, avec 3 rayons vides et 2 employés multitâches, caissiers, agents de sécurité et femmes de ménage à la fois. Un client pousse la porte, regarde autour de lui et soupire. Qu'est-ce qu'on peut encore acheter pour $1 aujourd'hui? Le caissier esquisse un sourire amer. Plus grand-chose. Et voilà le paradoxe. Cette chaîne née pour aider les plus démunis s'écroule parce que ces mêmes clients n'ont plus les moyens d'acheter. Les loyers explosent, l'essence coûte plus cher, la nourriture a pris 25% en 2 ans. Quand on doit choisir entre acheter du lait ou payer la facture d'électricité, les prix bas ne veulent plus rien dire. Les clients disparaissent, et Dollar Général s'éteint peu à peu. Le pire, c'est que dans de nombreuses petites villes, c'est le seul magasin qu'il restait. Quand il ferme, la région entière devient un désert alimentaire. Plus de légumes, plus de fruits, rien que des parkings vides où certains montent des tentes ou revendent de vieilles conserves. Le mot général dans son nom sonne presque comme une blague aujourd'hui. Tout est en liquidation, tout doit partir. Et il ne faut pas oublier, ces magasins sont les artères vitales de l'Amérique pauvre. Quand ces vaisseaux se bouchent, c'est tout le corps qui s'affaiblit. Dollar Général était un symbole d'espoir, celui de pouvoir acheter quelque chose malgré la pauvreté. Mais aujourd'hui, même l'espoir coûte trop cher. Alors la vraie question n'est plus de savoir quand l'enseigne se relèvera, mais combien vaut encore le rêve américain quand les plus pauvres n'ont même plus les moyens de vivre dans le pays le plus riche du monde. Numéro 3 J.C. Penney. Souvenez-vous de J.C. Penney. Ces lumières blanches, cette odeur de linge propre, cette musique d'ambiance légèrement vieillotte, et ces piles de chemises parfaitement pliées. C'était ça, autrefois, l'odeur de la classe moyenne américaine, celle qui croyait qu'en travaillant dur, on pouvait s'offrir une chemise à 70 $ et encore emmener ses enfants dîner le samedi soir. Mais cette époque est révolue. J.C. Penney, qui comptait jadis plus de 1100 magasins, n'en possède plus que quelques centaines aujourd'hui, éparpillés comme des îlots de mémoire dans un désert commercial. La fréquentation a chuté de 40%, les ventes en ligne ne compensent pas, et plus de 4 milliards de dettes pèsent sur la marque comme un nuage noir au-dessus d'un magasin de Noël éteint. Et pourtant, ils ont tout essayé, e-commerce, promotion, nouveaux investisseurs. Mais comment sauver une enseigne née pour une classe sociale qui n'existe plus? La classe moyenne, pilier de sa clientèle, s'est tout simplement évaporée. Les salaires stagnent, tandis que le logement et la santé atteignent des sommets. L'inflation, elle, grignote chaque repas. Une chemise à 70 $ paraît désormais plus luxueuse qu'un smartphone. Dans bien des magasins J.C. Penney, la scène est surréaliste. Des néons qui clignotent, des rayons entiers à moins 90% où personne ne touche rien, et le bruit des pas des employés résonnant dans le vide.
Ces employés qui, en pliant des chemises, rangent aussi les derniers rêves d'une génération entière. Et quand un JC Penney ferme, c'est tout le centre commercial qui s'éteint. Les boutiques voisines tirent le rideau, les couloirs deviennent silencieux, et les parkings se transforment, eux aussi, en campements urbains. Un cycle étrange. Là où la classe moyenne venait autrefois faire du shopping, ceux qui étaient cette classe dorment désormais la nuit. JC Penney n'a pas été battu par Amazon, ni balayé par TikTok ou Shein. Non, il a simplement été abandonné, parce que l'Amérique n'a plus la classe qu'il servait. Ce magasin représentait la normalité, le quotidien d'un pays équilibré. Mais aujourd'hui, les États-Unis ne sont plus un pays normal. Ils sont à la fois trop riches et trop pauvres. Ironie tragique. Cette marque qui vendait la fierté de bien s'habiller est devenue le miroir d'une nation qui tente de masquer ses blessures sous des habits neufs. Et au fond, la question qui demeure est brutale. Combien de magasins comme JC Penney devront encore disparaître avant qu'on comprenne que ce ne sont pas seulement les vêtements qui sont bradés, mais la valeur humaine elle-même? Numéro 2, Forever 21. Et puis, il y avait Forever 21. Souviens-toi, les tops à $0, les robes moulantes à 5, les néons jaunes éclatants et la musique pop qui vibrait dans chaque rayon. C'était le temple de la jeunesse américaine, un endroit où l'on n'achetait plus qu'un vêtement. On achetait une émotion, la sensation de vivre à toute vitesse. Aujourd'hui, Forever 21 ferme des centaines de magasins. Plus de 200 ont déjà disparu. La fréquentation a chuté de moitié, et les loyers, souvent à $30 000 par mois, ne se justifient plus pour quelques selfies pris dans des cabines vides. Le problème, c'est que la mode n'est plus assez rapide. À l'ère de TikTok, les tendances ne changent plus en mois, mais en secondes. 15 secondes, pour être exact. Autrefois, Forever 21 mettait des semaines à sortir une nouvelle collection. Désormais, Shein ou Temu font la même robe en 3 jours, 2 fois moins cher, livrée à domicile. Les jeunes Américains n'ont plus besoin d'aller au centre commercial. Un simple glissement de doigts suffit. La mode bon marché a été battue par des algorithmes. Forever 21 ne vendait pas seulement des vêtements, mais une illusion, celle d'être unique, différent, éblouissant. On pouvait autrefois avoir l'allure d'une star hollywoodienne avec un simple budget d'étudiant. Mais tout a changé quand la génération Z a commencé à se soucier d'écologie, de consommation responsable et à se tourner vers les friperies. Du jour au lendemain, la recette magique de la mode bon marché a perdu son éclat. Même les enseignes qui brandissaient fièrement le mot durable n'y ont rien fait. Car au fond, vendre des vêtements à bas prix qu'on ne porte que 2 fois n'a jamais eu quoi que ce soit d'écologique. Une boucle parfaite d'ironie. Et au centre de cette histoire, il y a une marque au nom évocateur, Forever 21. Sauf que ses clientes d'hier ont grandi, changé, évolué. Les jeunes filles qui se bousculaient autrefois dans les allées des centres commerciaux pour dénicher la dernière robe à la mode sont désormais devenues mères de famille. Elles remboursent leurs prêts immobiliers, font leurs courses chez Walmart, et n'ont plus le temps ni l'envie de flâner devant les vitrines de Forever 21. Quant aux adolescents d'aujourd'hui, beaucoup ne savent même pas de quelle marque il s'agit. Poussez aujourd'hui la porte d'un de leurs magasins, et la scène est presque surréaliste. Les lumières sont toujours allumées, la musique continue de tourner, mais on sent qu'il n'y a plus d'âme. Des rangées de vêtements soldés à moins 70%, suspendus comme des souvenirs d'adolescence oubliés. Les mannequins sourient encore, mais c'est le sourire d'une époque révolue. Et quand les lumières s'éteignent, à l'extérieur, le parking devient plus sombre encore. Quelques vieilles voitures restent garées pour la nuit, et ici et là, on voit des tentes dressées près des poubelles. La fast fashion s'efface peu à peu, mais la pauvreté, elle, reste. Elle s'accroche au vide que la consommation de masse laisse derrière elle. Forever 21 a longtemps incarné le rêve à $10 de la jeunesse. Aujourd'hui, c'est un symbole amer, celui qu'en période de précarité, rien n'est vraiment forever. Et une question glaçante surgit. Si la jeunesse ne dure pas, est-ce que l'espoir américain, lui aussi, a une date d'expiration? Numéro 1, Macy's. Souviens-toi d'une autre époque, celle où le défilé de Thanksgiving de Macy's était presque un jour sacré aux États-Unis. Ces immenses ballons flottant dans le ciel de New York, la foule massée dans le froid, et les cris de joie quand le Père Noël faisait son apparition. Ce n'était pas qu'une fête, c'était le rituel d'une Amérique prospère. Aujourd'hui, Macy's organise toujours une parade, mais elle se déroule sur ses tables de liquidation. En 2015, la chaîne comptait 840 magasins. Il en reste moins de 450. Son chiffre d'affaires est tombé de 25 à 17 milliards de dollars. Et chaque année, elle ferme encore des dizaines de points de vente. Les coûts d'exploitation, eux, explosent. Plus 22% pour les loyers, plus 18% pour l'électricité, plus 30% pour les assurances, sans parler des pertes dues au vol, estimées à plus de 300 millions. Peu à peu, chaque étage luxueux de Macy's semble étouffer, comme si on lui retirait lentement l'oxygène. Dans ces centres commerciaux désormais à moitié vides,
Maciès ressemble à un musée vivant du rêve consumériste américain. Les étagères ne sont plus remplies, les escalators tournent sans passagers, et dans les haut-parleurs résonnent encore des chants de Noël, en plein mois de mars. Si tu tends l'oreille, tu peux presque entendre les pas fantômes de la classe moyenne disparue. Mais cette histoire ne parle pas seulement d'une enseigne. Elle raconte la fin d'une époque, celle où faire du shopping était un plaisir, pas un calcul. Un temps où chaque fête donnait une excuse pour dépenser, pas pour s'inquiéter. Quand un magasin Maciès ferme, c'est tout le centre commercial qui s'écroule avec lui. Les petites boutiques voisines perdent leur clientèle, les restaurants ferment leurs cuisines, et sur le parking désert, il ne reste bientôt plus que quelques vieux camions, des tentes et des espoirs fragiles. Maciès s'en va, emportant avec lui le souffle même du quartier. Certains gardent espoir. Maciès finira bien par se restructurer. Peut-être. Mais comment réinventer un modèle né au XXe siècle quand les consommateurs du 2e veulent tout recevoir d'un simple clic? Ces bâtiments ornés de lustres et de vitrines étincelantes sont devenus les monuments d'une économie qui croyait que tout pouvait s'acheter, même les rêves. Maciès fut autrefois le grand sapin de Noël de l'Amérique, brillant à chaque saison des fêtes. Aujourd'hui, les lumières se sont éteintes. Et dehors, dans les parkings vides, la seule lueur vient des briquets de sans-abri cherchant un peu de chaleur dans la nuit glacée. Alors, une dernière question plane. Quand les lumières de Maciès s'éteignent, y aura-t-il encore quelqu'un pour croire qu'elles peuvent se rallumer? Ou bien l'Amérique laissera-t-elle cette célébration devenir un simple souvenir? Avez-vous remarqué? Chaque fois qu'un supermarché ferme, le parking devant lui ne retrouve jamais vraiment vie. Au début, ce ne sont que quelques fissures sur le béton. Puis, au fil des mois, l'endroit devient un cimetière commercial, avant de se transformer lentement en un bidonville sans nom. Aux États-Unis, un spectacle inédit se déroule sous nos yeux. Les parkings, jadis symboles de la consommation à outrance, se transforment en habitat improvisé. Selon les statistiques fédérales de 2024, plus de 770 000 Américains sont sans domicile, soit une hausse de 18% en seulement un an, la plus importante depuis la crise de 2008. Quand la Cour suprême a autorisé certaines villes à interdire le sommeil en extérieur, les sans-abri ont été chassés des parcs, relégués sous les ponts, et ont fini par s'installer dans les parkings abandonnés des centres commerciaux fermés. À Bellingham, dans l'État de Washington, derrière un Walmart autrefois très fréquenté, une rangée de tentes accueille désormais des centaines de personnes. À Koreatown, Los Angeles, le parking autrefois animé est maintenant jonché de tentes vertes, de voitures en panne et d'ombres illuminées par des lampes de poche vacillantes. À Milwaukee, l'État a dû fermer tous ses parkings park and ride à cause des violences et des overdoses qui se multipliaient dans la ville de tentes surgie au milieu du lot. À Salem, Massachusetts, les sans-abri ont installé leur camp derrière un Wendy's, jadis fréquenté par les employés après le travail. À première vue, on pourrait croire que l'Amérique se contente de recycler ses espaces. Un parking de centre commercial devient un refuge pour les oubliés, une sorte de réemploi dont personne ne voulait, mais qui s'impose naturellement. Le rêve américain commençait autrefois par une maison avec un garage. Aujourd'hui, il ne reste souvent que le garage. Ironique, non? Les néons autrefois scintillants sont remplacés par la lueur des feux de camp, et les rayons chargés de marchandises se transforment en paniers remplis de produits de première nécessité.